Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette table ronde virtuelle intitulée « Pression foncière et zéro artificialisation, l'équation impossible ». Alors, le zéro artificialisation nette est désormais un objectif des politiques publiques, avec notamment la présentation du projet de loi climat et résilience le 10 février, qui impose comme première étape dans tous les territoires de diviser par 2 le rythme d'urbanisation par rapport aux 10 dernières années. Pour autant, étude après étude, l'attrait des Français pour la maison individuelle avec jardin à la campagne se confirme. L'équation semble donc bien impossible. Pour en discuter, nous avons invité Agnès Popelin. Vous êtes administratrice de France Nature Environnement et conseillère au CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Et François Rieusec, vous êtes président de l'UNAM, donc l'Union nationale des aménageurs. Je vous pose la première question, monsieur Rieusec. Est-ce qu'on doit continuer à construire des maisons au vu de l'objectif de ne plus artificialiser ? Alors, la question est brutale, je dirais autant que l'injonction telle qu'elle est reprise par le gouvernement français, alors que l'Europe est beaucoup moins violente, beaucoup moins brutale, puisque l'Europe fixe un horizon à 2050. 2050, pourquoi ? Parce que ce sera l'asymptote de la croissance démographique européenne. Après 2050, la population européenne devrait diminuer. Et les étapes que prévoit l'Europe pour atteindre cet objectif s'étagent progressivement. Donc l'espèce de surgénéralisation de l'objectif dans l'urgence et un peu un esprit catastrophé, en France, nous surprend un peu et ne correspond pas à la dynamique démographique. Bon, ça, c'est un premier point. Pour ce qui est du fait de votre question, pose deux objectifs. C'est répondre aux besoins et aux souhaits des citoyens. Et le deuxième, c'est d'améliorer le fonctionnement de l'urbanisation. Alors, je dirais que depuis une vingtaine d'années, en fait, on n'a pas assisté à un problème d'étalement urbain, on a assisté à une dispersion urbaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait droit aux besoins des Français qui étaient de se loger avec des grands logements, puisqu'il y a un tiers des ménages français qui ont des grands logements et donc des maisons de 110 mètres carrés, 114 mètres carrés exactement en moyenne, et avec jardin. Et ne voulant pas les loger comme ils le souhaitaient, ces personnes sont sorties chercher un bout de terrain là où ils pouvaient, c'est-à-dire plus loin. Toujours plus loin, dans la campagne, avec ce qu'on appelle une division foncière à l'unité, et ça a donné une dispersion urbaine. Alors, je tiens à préciser cette différence, et on a fait de la dispersion urbaine à l'unité. On n'a pas fait de projet, on a fait moins de projets depuis 20 ans qu'on en avait fait avant, et donc c'est cette dispersion urbaine qui pose problème. Donc la question aujourd'hui, c'est nous, aménageurs, on est évidemment favorable à mieux travailler, et tout à l'heure, je vais vous dire comment on peut mieux faire. Et par contre, il faut qu'on réponde aux besoins de 100% des ménages, 100% des Français. Donc il y a 2 tiers des Français composés de petits ménages, 1 et 2 personnes, et ces personnes qui sont soit jeunes, soit plus âgées, ont besoin de T2, de T3, et le collectif répond parfaitement à leurs besoins. Le collectif est plus cher parce qu'on a un mode de production quand on fait de l'immeuble vertical qui est plutôt plus cher, 30 à 50% plus cher que l'individuel. Mais ça correspond aux besoins, ça correspond aux capacités financières, c'est bien, nos confrères promoteurs le font bien. Par contre, il y a un tiers des ménages qui représentent environ 50% de la population, qui est composé de 3 personnes et plus, et ces ménages ont besoin de logements plus grands, donc je vous disais la moyenne c'est 114 mètres carrés, et avec du jardin. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent un contact avec la nature, et ils veulent également une tranquillité pour leurs enfants. C'est une étape de ce qu'on appelle le parcours résidentiel. C'est l'étape entre 30 et 50, 60 ans, et ensuite les gens changent. Voilà. Donc il faut loger 100% des Français, et la question c'est comment le faire. Donc il ne faut pas court-circuiter les besoins, et quand on voit des injonctions en disant nous allons, il faut que les Français en maison viennent en immeuble, etc., enfin ça n'a pas de sens. L'affrontement entre les modèles n'a pas de sens. Les Français ont déjà tranché cette question, ils veulent les deux. Et leur capacité financière est différente, et il faut répondre à tous leurs besoins. Et nous, aménageurs, on est là pour répondre
là où il est besoin et de la façon dont il est besoin pour préparer une vie urbaine et éviter cette dispersion qui a vraiment été la cause des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont le fruit de cette politique mal pensée, mal organisée, que les territoires n'ont pas pu, à laquelle les territoires n'avaient pas le droit de répondre. Et ça a été la conséquence de ces injonctions contradictoires entre une volonté d'État qui est de dire tout le monde dans un même modèle et une volonté des personnes ou des collectivités de faire autrement. Voilà. Donc, sortons de cet affrontement et réalisons au mieux pour tous les citoyens. Et alors, comment on fait? Alors, comment on fait? Bon, écoutez, ce qu'on fait, c'est, je pense, d'organiser tout d'abord. Nous, on est favorable à une contractualisation avec les collectivités territoriales. Je pense que l'urbanisme, c'est le pouvoir des maires. Ce pouvoir a été mutualisé dans des intercommunalités et il est également rendu cohérent avec les SCOT. C'est rentré dans les fonctionnements. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de brutaliser les élus, les citoyens, les collectivités territoriales. Donc, organisons une contractualisation des objectifs. Les élus locaux connaissent leurs besoins, connaissent les désirs, connaissent les potentiels. Et c'est dans cette contractualisation, je dirais, opérationnelle qu'on travaillera mieux. Il faut donc continuer d'organiser des opérations, des projets et les contractualiser. Ensuite, la question que pose le ZAN ou que pose cette loi, c'est où les faire et comment les faire. Alors, où les faire? Là où il y a des disponibilités, des friches, là où il y a du foncier réorganisé à remembrer, etc., c'est évident, nous, c'est notre quotidien. On fait tous de la friche quand c'est possible, quand ça rentre aussi dans un modèle économique. L'État met des financements, ok, mais les friches ne feront pas l'accueil des 15 millions de logements dont on a besoin dans les 30 ans à venir. Parce que le chiffre était énorme. Dans les 30 ans à venir, on doit produire 50% de plus du logement d'aujourd'hui. Et donc, pour ce faire, il faut, je dirais, tout s'y mettre avec tous les territoires. Il y aura une part de redensification et une part qui va continuer, dont on aura besoin d'une légère extension. Il faut la maîtriser, il faut l'organiser surtout. Nous, nos opérations ont une densité de l'ordre de 4 fois la densité moyenne de ce qui se fait actuellement. Il faut quand même se rendre compte des marges de manœuvre que l'on a. Et si vous voulez, la difficulté que nous avons avec le projet de loi tel qu'il nous a été présenté, c'est qu'il nous semble fonctionner avec une approche très arithmétique, mathématique, j'allais dire technocratique ou administrative, qui est on va diviser par deux les projets, les secteurs de projets. Et ce faisant, ce que je dis, c'est que très rapidement, on va avoir un effet d'inflation foncière énorme, on va avoir un effet de désorganisation et on va recréer du gilet jaune. Là où on a un gilet jaune, on aura 2 ou 3. Mais on n'aura pas réglé les problèmes d'équipement, on n'aura pas fait d'économie foncière, on n'aura pas fait d'économie économique. On va être dans la désorganisation. Donc il faut éviter ça et on peut fixer des objectifs de densification supérieure, de multiplier des projets, des programmes, etc., et de les contractualiser de façon opérationnelle. Voilà, moi je vois les choses de cette façon. On n'est pas dans la révolution, dans l'affrontement, on est dans l'amélioration. Agnès Poplin, sur cet objectif de zéro artificialisation, est-ce que vous avez entendu à l'instant? Alors, j'entends très bien ce que dit François Rieusec, et on l'a entendu maintes fois parce qu'on est habitué à se rencontrer dans tous ces groupes de travail et ces lieux de concertation. Effectivement, le ZAN, vous parlez, François, d'injonction. Et vous vous êtes tenu de l'injonction. Nous, à France Nature Environnement, on le constate depuis plusieurs décennies, et malheureusement, malgré toutes les lois qui ont, au départ, n'ont pas fixé d'injonction, mais on fixe seulement des objectifs de non-consommation des terres, de lutte contre l'étalement urbain. On les a entendus. Il y a eu la loi Elan, la loi Allure, enfin, il y en a eu d'autres avant. Et il y avait même un objectif qui a été fixé en 2018-2017 après la loi Biodive et après cette stratégie pour la Biodive. Il y a jamais, tant qu'on était dans les objectifs,
on s'aperçoit que malheureusement, l'étalement urbain ou la consommation des terres agricoles, forestières et les espaces naturels n'ont fait que s'accroître. Et curieusement, avant, on se disait que nous, on est, François et moi, d'un âge où on savait que l'évolution démographique, on disait, bon, la population augmente, voilà, on a besoin de plus de logements. On a été nourris par ça depuis les années 60 et les politiques ont répondu à cette demande en disant, on le sait très bien, c'est le modèle américain, le modèle du pavillonnaire, hein, ça n'existait pas avant. Avant, quand on voit nos villages, on voit bien qu'avant, on n'avait pas la maison avec la petite pelouse devant la maison et puis le jardin derrière. Il y avait un jardin derrière, mais on consommait déjà moins d'espace et les maisons étaient accolées les unes aux autres. Maintenant, depuis les années 60, les Français veulent être dans leur pavillon avec une parcelle de terrain qui ne fait que s'accroître. Et on sait aussi qu'on a tous des normes de confort qui ont évolué, qui fait qu'on a besoin de plus en plus d'espace, une chambre pour chaque enfant, plusieurs salles de bain. Voilà. Donc, tout ce qui est normes de confort ont évolué et on fait que, outre la demande de logement, il y a une demande en plus de confort qui a évolué, qui fait qu'on consomme plus. Et en plus, le petit lopin de terre qui entourait le petit lopin de jardin est devenu un énorme espace. Vous savez aussi bien que moi, François, et malheureusement, le DICU n'a fait qu'amplifier cet étalement urbain et cette urbanisation autour des villages, ce qu'on appelle de péri-urbanisation. Donc, il y a un moment où il faut savoir jusqu'où on va. L'injonction, elle n'est pas que dans les normes et par l'Europe. L'injonction, elle vient aussi que le long des littorales, notamment dans le sud-est, le long de rivières ou de fleuves, ou dans les montagnes, on s'aperçoit qu'il y a les aléas climatiques font qu'il y a de plus en plus de risques climatiques, de maisons englouties, de maisons inondées, de routes qui s'effondrent. Donc, il y a aussi une injonction qui est le dérèglement climatique. Et maintenant, avant, on commençait à dire que le dérèglement climatique était peut-être remis en cause. Maintenant, il est avéré et on sait que les espaces naturels, quels qu'ils soient, aussi bien le stockage carbone que dans la climatisation naturelle par les arbres, etc., participent à la réduction ou la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, certes, l'injonction est peut-être devenue brutale, même si elle était fortement recommandée. Enfin, c'était fortement recommandé. Moi, ça me rappelle un peu quand on était en classe. Hein. On nous incite à mieux travailler jusqu'au jour où, voilà, vous ne passez pas à une classe supérieure, ou bien vous êtes admis à redoubler, ou bien vous êtes exclu. Là, il y a un moment où il faut dire, bon, on le dit depuis plusieurs décennies, le rythme ne fait que s'accélérer, malheureusement. L'urgence climatique fait aussi que ça s'accélère. Il faut donc maintenant établir des règles. Et c'est pour ça que le ZAN, à France Nature Environnement, on est vraiment des ardents défenseurs du ZAN, de zéro artificialisation nette, car certes, il y a le logement, mais pour accéder à son logement, il faut des routes, il faut des parkings, il faut des centres commerciaux, il faut des centres de logistique. Et maintenant, on a une extension de toutes ces bonnes raisons pour... oui, tout le monde veut une activité économique, tout le monde veut un village qui ne se dépeuple pas, tout le monde veut pouvoir faire ses courses à côté de chez soi, si bien tout le monde veut pouvoir prendre sa voiture, voire deux voitures, parce qu'on est de plus en plus éloigné, et malheureusement, on construit en dehors des gares et des voies et en plus, SNCF Réseau a énormément réduit son offre de transport. Donc maintenant, on est avec deux voitures minimum par ménage périurbain. Donc tout cela fait, tout cela contribue à l'artificialisation. Donc maintenant, nous, on est d'accord avec l'UNAM, il faut travailler en amont, mais travailler le plus en amont possible avec les aménageurs. C'est beaucoup plus compliqué de travailler avec effectivement une simple opération de lotissement quand on vous vendait. En plus, il y a un problème, c'est que les agriculteurs maintenant ne sont pas incités à garder leur terre pour l'exploitation agricole. Ils la vendent bien mieux en terrain à lotir, aménageable, non, logement ou surface, peu importe, industrielle, commerciale ou maintenant même en data center, que la transmettre à une nouvelle génération d'agriculteurs. Donc, ce qu'il faut, c'est redéfinir effectivement les services rendus par la nature, bien les ancrer. Et ça, je crois que l'UNAM en est tout à fait conscient, puisqu'il travaille aussi dans les opérations d'aménagement sur ces services rendus par la nature, retravailler sur la préservation de quelque chose qui est vital pour les générations futures et notre survie. Et
je suis sérieuse quand je parle de survie, c'est la préservation, ce qu'on appelle les ENAF, espaces naturels, agricoles et forestiers, et limiter l'urbanisation pour revenir à ce qu'on savait faire autrefois, c'est-à-dire des bourgs, avec certes derrière un logement, ce qu'ont su faire les Anglais d'ailleurs, hein, avec leurs maisons individuelles accolées, voilà. Et donc, on peut très bien arriver à réduire cet étalement urbain en densifiant les cœurs de bourg, en réinventant les cœurs de bourg, en surélevant, en construisant dans les jardins. Et c'est là où il faut être inventif. Et effectivement, c'est plus compliqué de le faire avec une multitude d'interlocuteurs qui seraient un petit lotisseur, je dirais, que des aménageurs. Donc là, on peut vraiment concevoir intelligemment. Ce que dit Agnès Poplin est très important. C'est parce qu'elle a, je dirais, deux axes d'intervention qu'on peut relever. C'est un, il faut penser bassin d'emploi, bassin de vie, bassin de travail. L'une des fortes revendications qu'il y a eu il y a 2 ans, c'était de dire il faut penser bassin d'emploi. On ne peut pas acheter les gens dans la campagne sans qu'il y ait des équipements, des services et les emplois à proximité. Donc, il faut vraiment avoir une approche micro-urbanisation ou ce qu'on appelle les bassins de vie. Voilà. Bassin de vie, c'est 10, 20, 50 000 habitants. Et voilà. Le deuxième point, donc c'est les bassins de planification, c'est les bassins de Scott. Voilà. On est dans une approche d'ensemble. Et dans ces ensembles, qui sont parfois des sous-ensembles de métropoles, hein, une métropole de 1 million d'habitants, elle peut avoir 5, 10 bassins secondaires agglomérés. Et puis le deuxième aspect, c'est, je dirais, les fonctions du sol. ZAN, c'est préserver les fonctions du sol. Et je rappellerai qu'il y a 4 fonctions du sol qu'on peut intégrer en opération dans les projets d'urbanisation. Donc on n'est pas dans une opposition entre d'un côté ce qu'on appelle les ENAF et de l'autre l'urbanisation, mais on peut intégrer les fonctions du sol dans les projets, dans la ville. Et il y a 4 fonctions, c'est 1, l'agriculture, le sol permet de la production alimentaire et dans des opérations, on peut faire du maraîchage urbain, du micro-maraîchage, de l'aquaponie, de l'agriculture urbaine. Et parfois, j'ai des projets où on produira plus dans l'opération que l'agriculteur de monoculture n'en produisait. Deuxième fonction du sol, c'est la biodiversité pour la santé. Et la biodiversité, on peut en avoir beaucoup plus dans un projet modérément dense qu'il n'y en a dans un champ de monoculture. À nouveau, donc c'est les haies, mellifères, les arbres, etc. Enfin bref, les parcs et jardins. Et l'impact sur la santé est considérable. Je signale quand même que les enfants qui habitent à moins de 800 mètres d'une départementale de 15 000 véhicules jour ont 40% de chances d'avoir de l'asthme, hein, contre 16 au niveau national et 2% pour les enfants qui vivent à la campagne. Donc la demande des citoyens d'avoir une proximité de la nature, c'est une demande fondée. C'est une demande sensée et c'est une demande économique. Un asthmatique, ça coûte 800 € par an à la collectivité. Mais un enfant asthmatique, ça vaut combien pour les parents? Donc, le troisième impact, c'est le stockage carbone. La nature, la végétation, le sol permet de stocker du carbone. Ceci dit, selon les cultures, selon le support végétal, il n'en stocke pas du tout de la même façon. C'est-à-dire que l'herbe en élevage stocke quasiment rien, alors que le bois en stocke plus, certaines plantes en stockent plus encore. Et donc, nos efforts urbains, ça peut être de porter sur les plantations d'arbres, de bois, etc., mais c'est aussi le bâti, l'économie d'énergie à travers des mobilités actives, les mobilités électriques, etc. Donc, on est complètement dans des résolutions carbone qui sont hyper puissantes. Pensez qu'actuellement, on peut faire des immeubles en bois, on peut stocker le carbone, les producteurs de béton ont réduit de 70%, il y a du béton bas carbone, donc on est vraiment dans un secteur d'innovation exceptionnel. Le troisième point, c'est la quatrième fonction du sol, c'est la fonction climatique. C'est-à-dire que l'évapotranspiration des plantes permet de réduire les températures. Il y a un écart
entre un secteur avec des plantations et le secteur avec des réverbérations d'immeubles les uns les autres, qui peut être de 6 à 8 degrés. Et donc, penser une ville résiliente, l'organiser avec un quartier relativement peu dense, ou en tout cas avec des densités qui font la place aux arbres, aux parcs et aux jardins, permet de réduire le climat. Donc on n'est pas du tout dans une opposition duale. Voilà un petit peu le modèle d'urbanisation que nous, aménageurs, nous proposons. Mais ceci doit se faire de façon pensée, raisonnée, organisée. C'est pour ça qu'on appelle cet urbanisme de contractualisation. Très bien. Alors, non, mais moi, je suis d'accord avec ce que dit François, mais effectivement, il faut la ville du quart d'heure, les villes résilientes, la multipolarisation plutôt que la métropolisation. France Nature Environnement ne fait que le porter au cœur de tous les territoires. En revanche, n'oublions pas quand même qu'il faut préserver, c'est-à-dire que l'aménagement urbain, c'est tout à fait pour faire une ville résiliente, comme vous le dites, mais il faut aussi préserver vraiment ces fameux ENAF, c'est-à-dire qu'on ne doit plus empiéter. C'est pour ça que le ZAN doit être dans repenser l'existant, retravailler sur les friches et ne pas continuer à grignoter cet énorme territoire. La France a un très grand territoire. Dedans, il y a aussi beaucoup d'eau, de rivières, de montagnes inaccessibles, de lacs inaccessibles. Il faut le préserver. Nous, ce qu'on veut, c'est préserver le vivant et se contenter, être dans la sobriété, se contenter de l'actuel en le réinventant. Et attention, parce que je vois qu'effectivement, la monoculture n'est pas forcément l'exemple même de la biodiversité, on est bien d'accord. On peut même, il y en a certains chez nous qui disent que ça peut même de l'artificialisation, quelque part, parce qu'il n'y a plus vraiment de vivant. Mais il faut préserver, il n'y a plus vraiment de vivant avec tous les intrants, mais c'est aussi une terre nourricière. Donc c'est pour ça qu'on les garde pour les générations futures et on va travailler ensemble à réinventer la ville, les villages et les bourgs. Mais ça, c'est une super belle page d'histoire qui s'inscrit, moi, je crois. Hein. Merci à tous les deux pour ce débat. Merci à vous. Merci. Merci à tous de l'avoir suivi. Les Assises nationales du logement, suite et fin, c'est maintenant. Rendez-vous sur notre page programme pour retrouver l'ensemble des conférences. Il en reste quelques-unes en live ou en replay. Très bonne fin de journée à tous et merci à vous deux.